Maintenant, nous allons passer à la suivante panel qui va se mener, qui s'appelle « En développant la résilience des systèmes éducatifs pour la première enfance, des défis et opportunités dans la région ». En comprenant la résilience comme la capacité des systèmes éducatifs pour réagir et s'adapter à des interruptions ou crises en gardant leur fonction de garder le droit à l'éducation, résilience à la mobilisation humaine, au changement climatique, aux pandémies, etc. Et comme ouverture pour ce panel, nous avons reçu un message qu'on veut vous montrer du ministère de l'Éducation d'Haïti qui va nous partager quelques... Mesdames et messieurs les ministres, représentants des organisations partenaires, chers collègues et amis de l'éducation, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative de cette rencontre régionale du Centre d'échange et de connaissances d'innovation pour l'Amérique latine et la Caraïbe, qui se tient à un moment où notre région, et particulièrement Haïti, traverse des défis sans précédent. Je remercie chaleureusement le gouvernement guatémaltais pour son accueil, ainsi que nos partenaires du Partenariat mondial pour l'éducation, du CRDI, de SOUMA et de l'OECO pour leur engagement indéfectible en faveur d'une éducation équitable et inclusive. En Haïti, la résilience du système éducatif s'entend comme la capacité à garantir la continuité des apprentissages malgré les crises récurrentes, instabilité politique, catastrophes naturelles, insécurité, pauvreté. Cette résilience est vitale car l'école est souvent le seul espace sûr pour l'enfant haïtien. Les principaux défis sont nombreux. Citons parmi les plus essentiels l'insécurité qui entraîne la fermeture des écoles et le déplacement massif des élèves et d'enseignants dans des zones reculées, les catastrophes naturelles qui détruisent les infrastructures scolaires, le manque de ressources financières et humaines pour répondre rapidement à l'urgence, la difficulté d'accéder à des outils pédagogiques adaptés dans les zones rurales et enclavées. Renforcer la résilience, c'est donc investir dans la formation des enseignants, de la diversification des modes d'apprentissage en présentiel, par radio, support numérique et imprimé, et dans la mobilisation des communautés pour que l'éducation reste possible, même dans l'adversité. Face à cette crise, nous avons mis en place plusieurs mesures concrètes, parmi lesquelles nous pouvons citer, premièrement, diffusion de contenus éducatifs à la radio et à la télévision en créole pour toucher les enfants même dans les zones les plus isolées. Distribution de supports imprimés et de kits pédagogiques, alphabet illustré, matériel ludique, fiches de comptines aux familles déplacées ou vivant dans les zones difficiles d'accès. Création d'espaces d'apprentissage communautaires temporaires, souvent dans des églises ou des centres communautaires animés par des enseignants bénévoles. Formation accélérée pour les enseignants, y compris sur le soutien psychosocial, car beaucoup d'enfants arrivent à l'école avec des traumatismes. Mobilisation des familles avec des messages simples. Chantez avec votre enfant, racontez-lui une histoire, observez ensemble votre environnement. Projet du livre scolaire unique pour les classes fondamentales, première à quatrième année. En créole, garantir l'équité, la cohérence pédagogique et alléger le coût du matériel scolaire. Cette approche locale et contextuelle a permis de préserver le lien avec l'apprentissage des enfants
même dans les situations extrêmes. Aujourd'hui, l'opportunité majeure qui nous est offerte est de faire de la petite enfance, l'éducation initiale, le socle de la transformation éducative régionale. Cela passe par l'institutionnalisation de la petite enfance comme fondement du système éducatif en la dotant de ressources et de politiques dédiées. Développer des mécanismes institutionnels de continuité pédagogique dans chaque école, intégrant plan de gestion de crise, outils numériques et supports physiques. Renforcer l'appui psychosocial pour les élèves et le personnel éducatif, car la santé mentale est la base de tout apprentissage. Créer un fonds régional de réponse rapide pour l'éducation, capable de mobiliser des ressources dès les premières heures d'une crise. Promouvoir une approche intersectorielle en articulant le monde universitaire, les gouvernements et les communautés pour partager innovation, outils mobiles, curricula adaptés et protocoles pédagogiques. Mettre en place des systèmes de suivi des apprentissages fiables et des formations continues ciblées pour les enseignants. Assurer un financement équitable et prioriser les enfants vulnérables, notamment ceux vivant en zone rurale ou affectés par les crises. C'est en agissant ensemble, par la coopération et la solidarité régionale, que nous pourrons bâtir des systèmes éducatifs résilients et inclusifs pour tous les enfants du pays. En conclusion, en Haïti, l'école reste un refuge, un espace d'espoir, même quand tout vacille autour d'elle. Nous ne demandons pas la charité, mais la coopération, le partage, la solidarité. Nous sommes prêts à expérimenter, à apprendre de nos confrères de l'Amérique latine de la Caraïbe et à partager aussi, avec l'appui du GPE, de SOUMA, de l'OSCO et de nos partenaires, nous avons une chance historique de transformer nos systèmes éducatifs à partir de la base, la petite enfance. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement en faveur de l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup. Comme a dit Monsieur le ministre, l'école est le lieu sûr pour les enfants. C'est un espace d'espoir. Alors quand l'école se ferme, il y a un impact négatif sur tous les enfants. C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de la résilience éducative. S'il y a la violence, l'insécurité, la mobilité humaine, etc. Et pour discuter sur cela, nous allons appeler les personnes qui vont nous accompagner cet après-midi. Et je les invite à passer ici devant. Monsieur Santiago Cueto, chercheur principal de grade. Un applaudissement pour Santiago. Rocío Oliver, consultant de l'Université del Valle et leader du projet dans le centre de recherche de l'Université del Valle. Hervé Boursicot, directeur général, Bureau national de coopération éducative d'Haïti. Monsieur Curtis King, ministre d'Éducation et Réconciliation de Saint-Vincent et les Grenadines. Et pour modérer ce panel, nous invitons Lisa Sargoussin, spécialiste technicienne de l'unité de gestion de l'éducation de l'OICO. Un applaudissement pour Lisa et pour les personnes qui ont participé maintenant. Bon après-midi tout le monde.
Monsieur le ministre d'Haïti a mis le temps pour nous et avec les panélistes qui sont ici, on va donner nos perspectives sur ce thème si important. Et nous avons aussi un représentant d'Haïti qui peut-être va s'élargir sur ce qu'a dit son ministre et pourra nous donner quelques exemples pour traiter le thème de la résilience. Merci beaucoup pour accepter notre offre de participer dans le Mattel. D'abord, ils vont tous répondre la même question. Dans le deuxième tour, il va y avoir une question spécifique pour chacun. Et dans le troisième tour, vous allez répondre la même question en relation aux opportunités pour renforcer le système d'éducation. Quand on parle de résilience dans le système éducatif, réellement, c'est comme pouvoir s'adapter et être prêt pour le futur, pour que les étudiants puissent continuer à étudier même pendant les crises. Et je laisse la parole pour la personne qui veut répondre à la première question. Quels sont les défis et les barrières pour la résilience dans nos territoires? Quels sont les défis et les barrières? Je travaille dans un travail de résilience éducative, mais d'où vient le thème? C'est un terme qui vient du latin qui veut dire venir en arrière, sauter. Et on l'utilise il y a quelques centaines d'années dans les champs liés à la physique. Et un matériel, on dit qu'il est résilient quand il est capable de récupérer son état initial après d'avoir souffert des changements. Ça, c'est intéressant pour comprendre l'évolution du terme qui a commencé à s'utiliser dans la psychologie il y a presque 50 ans, surtout au niveau de la psychologie clinique, car on a trouvé que certaines personnes qui vivaient dans des environnements avec beaucoup de stress, ou avec des niveaux de santé en risque, ils revenaient à devenir sains. Et les psychologues se sont demandé qu'est-ce qui se passait. Et à partir de là, on a commencé à voir que ce n'était pas seulement une capacité des personnes, mais qu'il était en relation avec l'environnement. Alors, ce ne sont pas seulement des personnes résilientes, mais des personnes résilientes dans des environnements résilients. Dans le champ de l'éducation, quand on parle de l'évolution du terme, non seulement les individus et les environnements, mais on peut aussi parler des systèmes éducatifs résilients. Et j'ai trouvé une définition dans un texte récemment qui dit que la capacité d'un système éducatif résilient lui permet d'absorber, résister et s'adapter aux altérations pendant qu'il assure la continuité de ses fonctions vitales. Il y a quelques points intéressants. La première, c'est altération. Les altérations sont de tous les types. Et la deuxièmement, c'est les fonctions vitales. Quelles sont les fonctions vitales d'un système éducatif? On pourrait dire, la première est qu'il se maintient le service, qu'on continue à offrir le service. Ça ne doit pas être forcément présentiel comme on a vu pendant la pandémie, mais cela est insuffisant. Avec la présentation de Rukmini qu'on a vue hier, je crois que ce n'est pas suffisant d'assister et de dire que je suis inscrit, mais il est nécessaire d'apprendre. Et alors, je dis que les fonctions vitales
est en relation de présence, d'échange entre enseignants et étudiants, mais aussi au niveau de l'apprentissage qui s'ajuste à ce que demande le programme d'études. Merci. Merci beaucoup. Je pense que la définition est très intéressante. Il y a beaucoup de synonymes ou de mots qui sont similaires et il est clé de comprendre le mot continuité. Il est important de voir que cette faculté structurelle va au-delà. Il faut accepter que ce n'est pas une improvisation, ce n'est pas une urgence, mais c'est un système éducatif qui puisse se modifier, se restructurer et qui ne soit pas improvisé, que ce ne soit pas dans l'urgence. Et cette structure demande de certains espaces dans lesquels on peut continuer à travailler et il faut avoir la capacité d'innovation et d'apprentissage du propre système. Et il faudra considérer pour cela des facteurs culturels, des facteurs socio-économiques pour considérer des questions comme l'inégalité, le changement de diversité et qu'on puisse faire avec un échange, apprendre des pratiques dans d'autres espaces similaires, mais aussi avec la diversité que nous avons dans l'Amérique latine et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va travailler à partir de la durabilité de ce système, de pouvoir produire des espaces pour cet échange communautaire et toujours en considérant le contexte dans lequel nous allons travailler. Si on considère ce contexte, on va chercher la participation de la communauté, on va intégrer aussi quelques facilitateurs et des membres de la communauté pour parler le même langage, pour travailler avec l'innovation. Et je pense qu'il est aussi important de se centrer sur l'étudiant, sur les besoins de l'étudiant, sur les demandes des écoles, mais aussi un personnage très important, les professeurs. Que demandent les professeurs et comment est-ce qu'on les incorpore dans tout cela? Ces programmes que nous avons de participation communautaire vont se refléter dans les résultats qui demandent des espaces pour intégrer à d'autres organisations qui pourraient nous aider à cet effet. Merci Rocio. Merci pour faire le point sur la communauté, car c'est très important, c'est clé pour assurer que les choses fonctionnent correctement au moment des crises. Je crois qu'on pourrait nous... Oui, bon, après tout ce que vient de dire le ministre, je vais peut-être aborder cette histoire de résilience avec une meilleure compréhension du contexte dans lequel se trouve un élève et à la fois un enseignant et un directeur d'école. Donc c'est pour expliquer que à chaque fois qu'on est en train de rentrer de manière très théorique de la compréhension de certains concepts qui tournent autour de l'éducation, parfois la réalité elle est tellement, j'ai envie de dire, prenante qu'on oublie à un moment donné qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du contexte pour s'assurer que l'élève qui va à l'école, l'enseignant et le directeur d'école, comment ces acteurs vont se mettre ensemble pour s'assurer que l'enseignant enseigne bien et que l'élève il apprenne. Le contexte haïtien, il est tellement complexe pour le moment. On est en train de se dire, d'une part, dans la capitale, il y a les gangs qui attaquent un peu partout. Et les gens qui sont dans les villes de province, qui écoutent la situation dans les radios à travers les réseaux sociaux, se posent plein de questions. Il y a encore cette histoire de la condition enseignante, les grèves matin, midi et soir. Finalement, il y a des élèves qui ne sont pas attaqués par les gangs, il y a des zones qui ne sont pas attaquées, mais les élèves ne trouvent pas moyen d'apprendre parce que les enseignants ne viennent pas. Et de temps en temps, il y a les pluies avec le problème des infrastructures, il y a les...
donc des catastrophes naturelles qui arrivent de temps en temps, donc un ensemble de situations qui expliquent que là où il n'y a pas les gangs, là où il n'y a pas l'insécurité, eh bien d'autres problèmes arrivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir rapidement sur le contexte et s'assurer que l'élève, de quoi il a besoin? On est en train de parler de projets de cantine scolaire, très bien. On donne des manuels aux élèves, très bien. On forme les enseignants, ok. Mais au fur et à mesure, il y a toujours ce besoin d'agir sur l'urgence déjà, s'assurer que tous les acteurs puissent jouer leur rôle. Mais le gros problème d'Haïti à chaque fois, quand on parle de résilience, on voit uniquement les élèves. On oublie par exemple quand il y a un tremblement de terre, on est en train de reconstruire les écoles, mais on se dit, mais attendez, mais les enseignants, eux aussi, ont perdu leur maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le directeur d'école, lui également, il a perdu sa maison, et il se retrouve à la rue, et on se dit, on travaille avec l'appui psychosocial. Tout le monde se fixe sur les élèves, et on oublie les acteurs les plus importants au niveau du rythme scolaire. Je pense que le contexte, à chaque fois, demande un regard un peu plus technique, un peu plus important, pour s'assurer que on agit dessus de temps en temps et s'assurer de se dire nous sommes toujours contraints d'agir dans l'urgence, mais travailler sur le contexte exige à chaque fois qu'on comprenne mieux pourquoi l'école existe et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que l'école continue, mais que les élèves, les enseignants, les directeurs d'école se retrouvent dans les meilleures situations. On n'a pas toujours les réponses à chaque fois, mais ce sont des actions concrètes qu'il faut conjuguer de temps en temps pour se dire, eh bien, le contexte, on travaille dessus et s'assurer que les élèves, ils apprennent et que les enseignants, ils enseignent. C'est pas toujours facile, mais bon. Oui, merci. I think there are a few things I heard you repeat, but in different ways. Et ceci est clé pour parler sur de résilience. Il faut que tout soit à sa place pour que les choses avancent. Je suis content que tu parles des acteurs. C'est quelque chose de très complet quand on essaye de renforcer notre système. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé de votre expérience en Haïti. Je sais que tu as partagé d'autres choses. Merci beaucoup. Et merci pour la définition. Ça me rend le travail plus facile. Résilience et Caraïbes, elles sont synonymes. La résilience, elle est vraiment à l'intérieur de l'ADN des gens des Caraïbes. Nous, on le met en contexte où est-ce qu'on habite, dans cette région des Caraïbes spécialement. Ce qui nous occupons, les États en développement des petites îles. On vit dans une zone qui est la deuxième zone plus exposée au danger. Et avec chaque année, on doit nous débrouiller pour combattre les problématiques qui vont tester notre résilience. Je dois mentionner aussi que récemment, depuis la pandémie, et pour quelques-uns, pour beaucoup de gens, cette force, ce temps, on a été utilisé pour comprendre les difficultés que nous, les gens des Caraïbes, affrontons. On a dû sortir la résilience et la mettre devant nous, comme d'autres parties du monde, donc dans le contexte du Caraïbe. On doit beaucoup apprendre, mais aussi on a beaucoup à partager de nos propres expériences avec les désastres et les crises en termes du système éducatif. À cause de nos expériences, on a, dans beaucoup de cas, développé un très solide et résilient système d'éducation. Et dans le cas de l'éducation de petit âge, on n'a pas une autre élection
Parce que l'éducation, pour nous, ce n'est pas quelque chose que impératif, mais vraiment un besoin économique et surtout le reste, un droit. C'est pour cela qu'on utilise ce type de philosophie pour nous guider quand on voit ces défis face à nous. Je veux mentionner quelque chose de très vite, surtout en parlant des défis et des barrières pour le développement de notre système éducatif résilient. Dans le contexte des Caraïbes, nos bâtiments publics sont utilisés comme des endroits pour s'installer. Ils s'utilisent comme des endroits pour se sauvegarder. Par exemple, quand on a un ouragan, quand il y a la saison d'ouragan, mais il y a aussi des tempêtes qui arrivent à détruire beaucoup de nos espaces et de notre infrastructure. On a des tremblements de terre. Dans notre cas, on a eu aussi, nous, après la pandémie, une éruption volcanique. Chez nous, de 2020 jusqu'à présent, on a eu 4 gros dégâts. Donc, bien sûr, la pandémie de 2020. On a eu une grosse éruption. On a eu le volcan Elsa et l'ouragan catégorie 4 Beryl. Donc, vous pouvez voir les défis qui nous arrivent de partout. Et quand on doit utiliser nos écoles comme refuge, c'est très important pour nous de parler, bien sûr, de continuité quand on a des dégâts comme celle que je viens de vous mentionner. Comme je vous ai dit, je pense que nos expériences nous ont permis de développer des caractéristiques qui nous donnent la force pour confronter cette tragédie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'applaudissement est pour tout ce que vous avez dit, mais vraiment c'est très important d'avoir tout prêt. Comme a dit Hervé, il faut agir vite fait. Jusqu'à maintenant, on se rend compte que la résilience, c'est répondre à des coups et à des interruptions. Vous avez fait allusion à la violence, qui est bien sûr une disruption du système éducatif. Donc on peut penser à quelques des îles qui se font attaquer par le changement climatique et des dégâts naturels, mais il y a d'autres réalités comme en Haïti et d'autres endroits qui affectent bien sûr la continuité de l'apprentissage. Donc je pense que tu as bien fait dans la première tournée et dans ce point-là, on va vous poser des questions spécifiques. Dans votre cas, Santiago, on sait que tu as travaillé à AdaptEd. Hier, on n'a pas pu voir ta présentation. Mais tu as maintenant la chance de nous expliquer un peu les idées que tu as identifiées dans la résilience du système de l'éducation en Amérique latine et les Caraïbes. À l'extérieur, il y a la pancarte et peut-être après, on va pouvoir discuter. Si l'après-midi nous le permet. Donc oui, on a commencé un projet qui s'appelle Adapted. Et on a commencé en faisant une révision de la littérature et tout ce qui a été écrit sur le sujet. Et on a fait des entretiens à quelques agents, quelques acteurs. Mais moi, je suis ici, en fait, pour que vous me connaissiez, que vous me connaissez. Comme ça, si jamais je vous écris un mail, que vous me répondez, parce que j'aimerais parler avec beaucoup d'entre vous, sur les très intéressantes choses que vous êtes en train de faire. Je suis très d'accord avec le ministre Curtis King. On peut beaucoup apprendre de ce qui est en train de se faire ici. Une chose qu'on a trouvée, nous,
c'est que quand on parle de résilience et une interruption des systèmes d'éducation, la première chose qu'on pense, c'est au changement climatique et à partir de cela, les dégâts naturels qui affectent bien sûr la continuité du service. Mais il y a d'autres choses liées aussi, bien sûr la pandémie nous a mis à tous tête en l'air, à l'envers. Javier nous a donné des chiffres sur le numéro de semaines que le service d'éducation a été interrompu. Mais si nous on pense toute cette chose-là comme pandémie ou crise de santé, ils ont eu lieu pendant beaucoup de temps et ils amènent toujours à la perte de cours, non pas peut-être dans une région complète, mais c'est un thème aussi qui doit être traité. C'est quelque chose qui est très fort, c'est le thème de la migration que nous la voyons, surtout dans les collègues du Venezuela, mais il y a aussi beaucoup de migration d'autres pays. Un quatrième sujet qui mène à l'interruption des études, qui est sorti dans la révision de littérature et les rencontres, ce sont la criminalité, la violence et tous les patrons de gangs. Et finalement, les crises politiques et économiques qui parfois mènent à des limitations du budget ou à des protestations qui interrompent le système. L'intéressant est qu'il y a maintenant 5, je ne sais pas s'il y a encore un autre, mais qui ne sont pas déconnectés les uns des autres. Et un exemple rapide, un cas d'un groupe qui migre, s'installe dans une zone qui n'est pas considérée comme sûre et il y a une inondation, alors on nous demande des services. Alors c'est un thème de désastre qui est naturel, mais il y a aussi un thème de migration aussi. Et on a aussi la pauvreté qui est en jeu. Merci. Maintenant, je suis sûre que Santiago aura l'occasion de parler plus de cela. Rocio, je crois que tu travailles sur quelque chose d'intéressant, éducation accélérée et un programme de flexibilité. Peut-être ce n'est pas spécifique pour la première enfance, mais raconte-nous sur quelques pratiques que tu as identifiées dans la mise en place de ces programmes que peut-être peuvent être adaptés pour nous assurer la continuité du service pour ces jeunes qui sont vulnérables et en risque. Il y a des populations qui sont résilientes car ils vivent comme ça. Nous travaillons avec une population au Guatemala qui est en relation avec des programmes extra-scolaires qui sont dirigés à ceux qui n'ont pas pu continuer avec leur éducation scolaire. Et ce que nous avons vu dans ces programmes en commun, c'est que ce sont des programmes d'études flexibles qui permettent de travailler à différents horaires et avec des modules, avec une structure qui leur donne la facilité que s'ils ne peuvent pas aller à l'école, puissent continuer à étudier, car c'est un droit important. Une autre, c'est qu'ils se centrent sur l'étudiant car il y a un accompagnement et il y a des espaces où les facilitateurs vont chez les élèves quand l'élève n'a pas participé dans tous les programmes pour qu'ils continuent avec leur formation. Une autre chose importante que nous avons vu aussi commun, c'est promouvoir la participation communautaire où les leaders et ceux qui vont accompagner sont nommés de la part de la communauté et travaillent pour pouvoir leur donner des ressources, non seulement financières, mais par exemple, il y a des espaces où il n'y a pas de lumière, alors la communauté installe une plante électrique, un générateur électrique pour qu'ils puissent continuer à étudier. Une autre opportunité importante est de donner du matériel virtuel physique pour qu'ils puissent continuer. Et ce qui est aussi important est qu'on donne un certificat, une certification permanente, mais aussi à ce qui facilite le processus pour les former dans la structure et la méthode qu'on est en train d'utiliser. Et ce qui nous paraît aussi très important avec l'association Groupe SEB qui a à peu près
plus de 15 ans de travail avec ces modèles d'éducation accélérée et extrascolaire et qui le font avec des jeunes qui ont été exclus du système éducatif, avec des jeunes qui ont des problèmes judiciaires, avec d'autres qui sont en mobilité, des migrants, et maintenant avec ceux qui retournent à nos pays. Et ça, avec la possibilité qu'avec le ministère de l'Éducation avec qui on travaille, on puisse continuer avec ces modèles flexibles pour travailler avec ces populations exclues. Merci, Rocio. Je sais que ce n'est pas spécifique pour le niveau de la première enfance, mais quand on parle d'inclusion, on ne peut pas oublier ce groupe que tu as mentionné, ceux qui sont en conflit avec la loi pour assurer que le programme soit flexible pour continuer leur formation. Hervé, je crois que ton ministre nous a déjà donné tantôt dans son intervention. Donc là, il y a déjà cette histoire de mobiliser la communauté avec les radios communautaires, mais ce sont des dispositifs qui ont toujours été mobilisés avant. Mais moi, avant même que j'arrivais au niveau de la direction générale du partenariat en éducation, j'ai toujours critiqué en tant que chercheur le fait qu'on attend que le problème existe pour trouver une solution, alors qu'en réalité, on aurait pu mobiliser ces dispositifs bien avant, les tester, les évaluer et s'assurer que quand la crise arrive, eh bien, on puisse déjà disposer, on puisse déjà expérimenter ce qui est déjà disponible. Le problème, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, on a eu ce besoin de dire qu'est-ce qu'il faut mobiliser. Il y a des modules de formation qui sont disponibles. Tout le monde a recours au numérique, mais on a oublié que il n'y avait pas eu que la crise de Covid, il y avait eu d'autres situations bien avant qui exigeaient qu'on puisse penser de manière technique à des dispositifs qui permettent d'assurer la continuité de l'école quand on ne peut pas se déplacer. Donc, moi, je pense que tout ce qui se fait en Haïti pour le moment avec le numérique, avec le fait de mobiliser tout ce qui est les outils d'échange à distance, tout ce qui est Zoom, tout ce qui est Google Meet et autres, ce sont des dispositifs qui portent solution parce que ça permet d'assurer la continuité. Cependant, il y a eu le gros problème, c'est qu'on est en train de tester les dispositifs pendant même qu'on les met en œuvre. C'est ça le gros souci. Donc, comment on retrouve Port-au-Prince, 99% de la capitale est occupée par les gangs. Tous les cours à l'université se font en ligne, mais c'est pendant qu'on est en train de faire les cours en ligne qu'on est en train de tester de nouveaux dispositifs. Donc, ce ne sont jamais, en fait, c'est jamais des dispositifs qui ont déjà été mobilisés, testés, expérimentés. On ne connaît même pas les résultats, mais on est en train de les utiliser pour justement faire face à la crise. Le souci, moi, je suis un peu critique par rapport, et là, c'est plus un conseil en tant que chercheur, on a commis l'erreur en Haïti d'avoir attendu les problèmes pour commencer à tester des outils alors qu'on aurait pu trouver des alternatives bien avant et que s'assurer que dès que le problème se pose, eh bien, les solutions sont déjà là. Et ce que le ministre a dit, c'est correct, c'est très très bien, mais nous sommes dans une mauvaise utilisation de beaucoup de choses, puisqu'en réalité, ce ne sont pas des outils qui ont d'abord été testés et on n'aurait pas dû attendre d'avoir les problèmes pour commencer à trouver des solutions. On aurait dû penser à ça bien avant. C'est surtout ça le souci. Oh, thanks. Oui, je pense que c'est important ce que tu es en train de dire. Il faut s'anticiper et se préparer pour le risque. C'est quelque chose d'important. Je vois aussi que tu as parlé sur les appareils, non? Pour les jeunes, pour les plateformes des jeunes aussi. Et ça, c'est une des choses que je peux partager, que nous, on travaille à MSS, un programme qui peut être utilisé aussi offline. Donc, eux, ils ont un programme officiel de ici et il y a un développement qui est en train
qui est quelque chose de laquelle on est très orgueilleuse. On comprend des fois que on cherche dans la technologie quelque chose qui nous sauve et on doit faire ça de telle manière qu'on arrive à travailler aussi euh, offline. J'ai vu que tu as parlé aussi des radios. Ce sont des façons un peu plus traditionnelles de continuité qui sont importantes. Et aussi des professeurs qui marchaient qui allaient marcher vers les maisons des enfants pour leur donner des matériels. Donc, quand on parle d'innovation, c'est pas juste la modernisation, mais aussi des choses à laquelle nous, on les appelait innovation au passé, mais maintenant, ce sont des choses basiques, mais qui sont très importantes. Je sais que tu as commencé à travailler dans la situation, toi, avec Grenadine, mais quand tu as tous ces dégâts naturels, est-ce que tu peux partager avec nous comment est-ce que ton pays s'adapte et adapte son système pour protéger les élèves et minimiser ces interruptions? Oui, en parlant de ce qu'il vient de dire, c'est important de dire et de nous rendre compte toujours que quand tu augmentes la résilience, tu dois combiner les ressources que tu as. Et beaucoup de fois, les choses que tu sais, les vieilles choses que tu as utilisées reviennent à être utiles et si tu les combines avec des nouvelles technologies, à la fin de la journée, tu es meilleur parce que tu les as combinés. Dans notre cas, il y a des cas où on utilisait ce qu'on connaissait et on a aussi utilisé des nouvelles technologies, comme par exemple, si on prend le défi de Covid, au début, on n'était pas prêt. Qui était prêt? Qui était prêt pour le Covid? Et par contre, oui, oui, il fallait avoir de la continuité. En premier, fallait essayer pour, pour essayer d'arrêter avec le Covid, de freiner le Covid. On a dû fermer toutes nos écoles. Bien sûr, on les a fermées parce que les enfants étaient face à cette interaction-là. Et donc, on doit faire quelque chose avec les élèves à la maison. Donc, on a dû bouger, se déplacer pour amener chez eux l'éducation en ligne. Mais on n'était pas prêt pour faire cela d'une façon efficace. Nos professeurs n'étaient pas entraînés, on n'avait pas suffisamment d'appareils et quelques espaces n'avaient même pas accès à Internet. Donc, vous voyez le défi. Donc, on a dû revenir aux méthodes anciennes, comme la radio par exemple. Et bien sûr, on a dû aussi, on a dû arriver aussi aux écoles qui étaient la maison où on produisait des matériels et on donnait ça aux différents élèves, aux maisons des enfants. Et un autre composant critique de cela, c'est que beaucoup de nos élèves vont à l'école et vont à l'école que pour, pour manger, que pour les repas qui se donnent à l'école. Donc on a dû trouver des stratégies pour leur donner des repas à l'école. Bien sûr, dans ce cas-là, je dois reconnaître que ceci a été un gros défi. Donc en termes du Covid, on a dû on a dû activer notre créativité pour être sûr qu'on allait, qu'on allait avoir une continuité dans notre éducation. Et quand il y a l'éruption volcanique qui est arrivée, on avait déjà passé à une étape dans laquelle on avait déjà donné à chaque élève, depuis les 6 ans jusqu'à 18 ans, un appareil à l'école primaire, secondaire. On leur a donné aussi aux professeurs des appareils
des appareils pour, bien sûr, le ministre de l'Éducation a donné ça. Et on a établi une force de tâches pour la continuité et récupération de l'éducation. Et en faisant ça, on a fait beaucoup de choses, mais pour que ça soit plus facile pour les professeurs de donner cette éducation-là, je me souviens, on a adopté un programme particulier pour pouvoir faire des cours en ligne. Et même si je dois confesser que ce n'était pas très effectif, surtout au début. Et aussi, je vais mentionner aussi quelque chose qu'on a fait. Et je coïncide que je pense que c'était très créatif. C'était une collaboration et ceci était très important. On a eu les opportunités et on les a exploitées quand on était en crise parce que la collaboration aide. On a collaboré avec les communautés, avec les sociétés spécialement, ou ces institutions-là, comme les églises par exemple, les écoles de médecine, les universités offshore qui opèrent dans notre pays. On a fait des deals avec ces personnes-là et ces institutions-là pour la continuité de l'apprentissage en établissant des mécanismes d'apprentissage pour que les étudiants qui n'avaient pas l'utilisation de leurs écoles parce que leurs écoles ont été utilisées comme refuge, ils puissent aller à ces centres-là pour pouvoir continuer avec leur éducation. On a établi de la même façon un numéro d'espace et des stratégies où c'était possible pour ces élèves-là qui étaient dans les écoles avec leur famille, dans ces refuges, où on a créé un espace où ils pouvaient recevoir ces cours. Donc mon temps a passé, mais je voulais juste dire une petite chose en termes du niveau de collaboration. On travaille avec des agences locales, des entités régionales, et je dois vraiment féliciter beaucoup JP, très instrumental. Ils nous ont aidés pour les appareils, pour pouvoir obtenir les appareils, la Banque mondiale, Caribbean Development Bank, et je ne sais pas qui d'autre nommer parce qu'il y en a tellement, et je ne veux pas que les gens se fâchent si j'oublie quelqu'un, mais on a eu beaucoup de collaborations avec énormément d'agences locales, régionales et internationales. L'UNESCO. Les notes, on s'est vu face à ces problèmes et il y a des stratégies qui ont été testées. Et pour notre dernière tournée, on va voir les opportunités. Il ne faut pas tout voir comme obscurité. Quelles sont les opportunités qu'on peut observer? Quelles opportunités existent qui peuvent nous permettre à faire que notre système reste résilient? Santiago. Il y a beaucoup d'opportunités. Comme disait le ministre Curtis, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans cela. Et c'était vraiment, par exemple, Jermaine, qui a présenté hier. Il travaille à la Climate Smart Education System Initiative. Enfin, il y a plusieurs autres
Et ce que je voulais dire dans le temps est lié à la présentation antérieure. La suggestion des études, c'est qu'il doit y avoir une collaboration à l'intérieur de l'État, pour commencer. Ça ne peut pas être que le secteur éducation, mais il faut travailler avec transport, communication, santé, avec économie, bien sûr, avec ce que disait Javier tout à l'heure. Il doit y avoir des agences intergouvernementales très intéressantes. Par exemple, je disais je passais à quelqu'un ici de Dominique, dans le groupe, mais ils avaient développé le National Resilience Development Strategy for Dominica. Et c'est très intéressant. C'était très intéressant. Donc, félicitations, c'était très intéressant. Donc, UNESCO et UNICEF, ils ont fait des travaux très intéressants. Si vous écrivez éducation et résilience, on a fait des entretiens avec eux, des organisations de la société civile, le secteur privé aussi. Il y a aussi un peu de méconfiance entre le secteur privé et le secteur public, mais il y a aussi ça peut être une grande aide. Et bien sûr, la coopération internationale. Deux idées de plus, même si le temps arrive. Même s'il y a des interruptions de services, ne sont pas la même pour tous. En général, la population rurale indigène avec des handicaps qui vit dans une situation de pauvreté et toutes les antérieures avec un focus de genre. On sait que quand il y a des problèmes comme celui-là, les travails domestiques ne se séparent pas de façon équitable. Juste pour vous donner un exemple, tous ces groupes-là se voient affectés par l'interruption des services éducatifs d'une façon inégale. Si avant j'avais dit qu'on avait besoin d'un focus intersectoriel, maintenant je dis qu'on a besoin aussi d'un focus intersectoriel qui considère tous ces groupes-là au niveau de sa complexité et de son interaction. S'il y a une femme indigène pauvre qui habite dans une zone rurale et elle est handicapée, bien sûr, le problème est beaucoup plus important. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que on a discuté et on a parlé beaucoup de rendement et des aptitudes émotionnelles. Et je pense que la pandémie et tous ces dégâts-là nous ont montré qu'il y a des problèmes aussi avec la santé mentale de la population. Et c'est quelque chose qui devrait être dans notre radar. Merci beaucoup. En plus de ce que Santiago a dit, incorporer l'apprentissage socio-émotionnel non seulement du programme scolaire, mais il faut le travailler aussi avec les enseignants, c'est urgent, ainsi que la mise en place des applications, du logiciel pour la possibilité de cette connectivité et des ressources numériques pour la suivi de ce qu'on est en train de faire, des programmes de formation des enseignants qui soient sensibles à la diversité qu'on a déjà mentionnée, appuyés dans l'élimination de quelques barrières de type économique ou des ressources qui font que les enfants ne puissent pas arriver à l'école et renforcer les politiques intersectorielles qu'on a déjà mentionnées. Je pense que tout cela et la participation de la communauté est une ressource importante qui doit se garder et établir des mécanismes de financement qui soient durables pour appuyer les espaces qui ont cet espace pour revenir revenir à l'école. Ce qui est aussi important est la création de politiques intégrales où la clé est la résilience pour ne pas laisser que ces cycles s'arrêtent dans les communautés et bien sûr de continuer avec cette collaboration dans ces communautés d'apprentissage. Merci Rocio. Hervé. Actuellement, il y a en Haïti, on est en pleine réforme curriculaire. Donc, et cette réforme aussi s'accompagne d'une réécriture des programmes. Et puis, il y a de nombreux partenariats entre le ministère et
les associations privées qui renforcent l'appui psychosocial dans les écoles. Et puis, il y a également, là, on est en train de travailler sur un renforcement du SIG. Le SIG, c'est tout ce qui marche avec la collecte de données, tout ce qui marche avec une forme de renforcement de la gouvernance, et également au niveau même du budget national, il y a un effort qui a été consenti par le gouvernement actuel, puisque ce budget a été doublé par rapport à ce que ça a été l'année dernière. Et en même, je ne sais pas si tout le monde comprend le phénomène du programme humanitaire Parole de Joe Biden, justement, qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont partis. Et ce qu'on est en train de faire, c'est le ministère de l'économie et des finances exige que les chèques soient récupérés par les personnes qui sont présentes. C'est une manière de réduire les déficits et de s'assurer que les fonds disponibles puissent permettre de recruter de nouveaux enseignants. Et en termes de stratégie également, il y a de nouvelles nominations qui ont été autorisées par le gouvernement en place, ce qui permet de combler au fur et à mesure le vide laissé par les enseignants qui sont partis, parce que les 2 années qui viennent de s'écouler, Haïti a connu un déplacement massif de sa population, et c'est surtout les forces vives du pays qui laissent pour aller s'installer aux États-Unis, bien que la situation se trouve un peu plus compliquée. Et puis là, il y a l'introduction du numérique. C'est un ensemble de faits, un ensemble de décisions qu'on est en train de prendre pour s'assurer que l'éducation devienne de plus en plus efficace, et en même temps s'assurer que les élèves apprennent mieux. Bon, il y a beaucoup d'autres efforts qui sont en train de se faire également, non seulement au niveau de la réduction des déficits, et puis on est en train, par rapport à une forme à la révision sectorielle, on est en train de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les 5 dernières années, et en même temps de prendre des décisions sur comment mieux opérer le plan du secteur et s'assurer que les choses marchent mieux. Un ensemble de décisions qui permettent justement d'aller dans le bon sens par rapport à la résilience, par rapport au fait que l'éducation puisse jouer son rôle dans le relèvement le retour de la paix, surtout pour le moment. Over to you, Minister. La collaboration à nouveau, car nous avons beaucoup de partenaires pour le développement qui sont disposés à nous aider pour assurer qu'on ait cette résilience en termes de la continuité de l'éducation. Par exemple, ici c'est le projet POPS qui travaille sur l'éducation, mais je veux identifier l'éducation à la première enfance. UNICEF, à travers de ses expériences de la première enfance, il nous fournit de l'aide pour que les élèves puissent apprendre dans un entourage social correct pour son développement. Quand les désastres sont un problème dans les Caraïbes, nous avons un réseau qui se finance avec CEDIM et CD. Et je pense qu'il y a des pays qui participent déjà. Je veux dire à tous les pays des Caraïbes de s'associer à ce réseau, car il stimule la conscience sur les désastres, que faire pendant les désastres, etc. Au niveau du collège aussi, du lycée. Il nous donne de l'entraînement pour les étudiants et pour les professeurs pour pouvoir avoir une réponse rapide pendant les crises. Le programme d'aliments. Il y a un groupe qui sort du World
Food Program. C'est la coalition pour les aliments des écoles. C'est un réseau entre pays pour la provision de nourriture nutritive aux étudiants. Et encore une fois, c'est un domaine où on peut trouver de l'aide. Et non seulement la chercher, car je crois que nous avons aussi des choses à partager. C'est un réseau, c'est mutuel, c'est de bénéfices mutuels. Encore une fois, BNTS, cette entité assiste pour construire des centres pour la première enfance dans les Caraïbes. Ce sont des organisations auxquelles nous pouvons nous rapprocher pour demander de ce type de collaboration qui nous bénéficie. Merci, membres du panel, pour partager vos expériences. Tout ce que vous avez dit est très important. Je suis sûre que vous avez l'intérêt de notre audience et sûrement ils vont vous contacter. Alors, merci beaucoup pour votre participation cet après-midi. Je veux remercier les organisateurs pour que ce thème soit présent, pour que le thème de la résilience soit présent, car ce sont nos réalités. Merci à tous. Merci beaucoup à tous pour les panélistes qui ont partagé dans cet espace-là. Et pour finir ce bloc de résilience, je voulais inviter Murphy James, président national du Conseil pour les personnes avec handicap de Saint-Lucie, pour qu'il nous partage quelques mots-clés dans la thématique de handicap et résilience. Un applaudissement. Chers invités, mesdames et messieurs, je suis Murphy James, président du Conseil national pour avec handicap de Saint-Lucie. J'ai écouté toutes vos présentations et les belles discussions qu'on a eues. Je veux m'unifier et remarquer le pouvoir très fort qu'on a eu ici dans ce forum. Moi, je représente la minorité plus forte du monde. Les Nations Unies nous dit plus que 1 billion du monde, 15% de la population globale ont eu un handicap spécial. Dans la région, une étude d'un banque très important nous dit qu'il y en a 85% de personnes avec un défi en Amérique latine et les Caraïbes. C'est autour de 15% de notre population. On ne peut pas discuter que l'éducation, c'est une des outils les plus importants et plus puissants que les gens peuvent utiliser pour aller encore plus loin et chercher la liberté économique et l'autosuffisance. Et bien sûr, des fois, on est bombardé avec des statistiques, avec des réalités qui nous disent que les gens avec un handicap, qui sont déjà normalement les gens les plus pauvres, n'ont jamais un accès à l'éducation, santé et d'autres droits que la société a. Donc, c'est très important dans la vie et dans ces délibérations comme celle-ci, qu'on doit assurer l'inclusion totale. Donc maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi, quand on voit là le mot inclusion et des gens avec des aptitudes, avec des handicaps, ça nous saute, ça nous attire l'attention parce qu'à travers le temps,
Ce mot, il a été dilué, il a été transformé parce que inclusion, normalement, nous parlait en fait sur les droits des gens avec des manques pour pouvoir accéder à l'éducation. Donc on donne la bienvenue et on est content que ce thème-là a évolué pour inclure des groupes marginalisés, mais c'est important de nous assurer que les droits de gens avec un handicap se conservent. C'est facile, on peut faire partie d'une minorité, mais dans la plupart des cas, ils n'ont pas un problème physique ou mental. L'inhabilité ou l'inaptitude, c'est un composant et une des choses extrêmement importantes de ces forums où on a des experts et des spécialistes. Quand on parle de curriculum, je veux vous partager une partie qui nous fait peur d'une étude de la Banque mondiale de 2021. Et il nous donne cela. Il y a une barrière toute petite mais importante qu'on ne doit pas oublier. Cette étude nous dit alors que dans une évaluation des images, on a fait une étude de plus de 5000 images en texte, juste 1,6 montrait des gens avec des handicaps. Ceci est très important parce que les élèves, les enfants apprennent qui est important, qui fait partie de la société à travers ce qu'on leur présente. Et nous, on est dans certaines façons, on renforce la discrimination, l'isolement, si nos programmes ne montrent pas que les gens avec un certain type de handicap sont des gens qui font partie d'une société normale et que les handicaps, ce sont des expériences du jour à jour. Donc, on fait un appel aux leaders pour avoir ça en tête, qu'une réforme au programme est importante. On doit auditer nos programmes pour être sûr que quand il y a une politique publique qui parle d'inclusion et que nos programmes arrivent à promouvoir ces idéaux-là. Avez-vous compris? En termes de résilience, on aimerait rajouter à la définition parce que résilience, ce n'est pas que rebondir. Bien sûr, c'est bien rebondir pour améliorer ou à des standards plus hauts. Pour beaucoup des gens avec un handicap qui sont exclus de l'éducation, ce n'est pas que le programme, ce ne sont pas que les ressources ni les professeurs, mais l'environnement, l'ambiance, la manque d'infrastructures physiques, l'absence de choses qui peuvent nous aider, l'absence de technologie. Donc il y a énormément de réformes qui doivent avoir lieu dans notre système d'éducation. Donc je suis content et motivé d'avoir ici quelques ministres publics et d'officiers d'un niveau assez haut qui peuvent affecter ce changement-là. Dans les données, c'est important. On ne peut pas demander de l'argent, financement à un donneur si on ne donne pas des données fiables. Et il y a une étude très forte, très connue par l'International Labour Organization, qui montre que les nations falsifient de 3 à 7% de leur GDP, donc PBI, quand les gens avec handicap sont exclus de leur force de travail. Ceci est fort et on peut le mesurer. Donc c'est une bonne mesure, être sûr qu'on doit travailler dans le rang d'emploi complet pour pouvoir capturer les gens avec des handicaps. Une autre étude a montré que dans la région où autour d'un 23% des gens avec un handicap
compléter leurs études de baccalauréat. Et 3% des gens sans handicap. Ce n'est pas la même chose. Donc ça ne devrait pas vous surprendre que ces problèmes-là, ils n'ont pas commencé au lycée, mais ils ont commencé vraiment, c'est un problème de racines, c'est un problème qui commence à la jeunesse, à l'enfance. Et ceci est vraiment clé pour ce que nous, on est en train de faire. Maintenant, comme le représentant d'une des îles, on disait que c'était très important de retrouver ça. C'est nécessaire d'investir les ressources nécessaires dans des questions tellement importantes. Donc l'handicap, c'est très important. Je veux remercier à Souma, les organisateurs, le GPI et à vous tous, experts et officiers, pour créer cet espace. Et je veux vous défier ou vous inviter aussi à que si ceci est un microcosme de la société, on a ici une chance de nous assurer qu'au moins 15% des participants qui sont ici sont personnes avec un type d'handicap. Notre ministre a le pouvoir d'assurer qu'au moins une personne de votre délégation soit une personne avec un handicap. Dans ce mouvement global, on a le mantra « Rien de nous sans nous ». Beaucoup de fois, les discussions qui ont lieu, les choses qui nous obligent à avaler de qu'est-ce qui est bien pour vous, et nous, on reste, nous qui avons les doctorats, on vous dit c'est ça ce qu'il faut faire. Non. Nous, on a déjà passé par beaucoup de choses. On a le droit d'utiliser un espace dans les tables, de prendre des décisions et avoir notre propre voix. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour votre témoignage et pour rendre visibles les brèches des personnes avec des handicaps, car c'est un thème très important d'aborder depuis nos systèmes éducatifs, c'est-à-dire rendre visible ce problème. Nous avons parlé d'inclusion, de collaboration, d'adaptation, beaucoup de choses pour travailler dans le thème de la résilience éducative. Et à cause de la pluie, le café est venu aux tables. J'espère que vous allez jouir de votre café. Et pendant ce temps, on va continuer avec notre dernière partie. On va reprendre l'activité que nous avons eue avec l'écosystème de projet de JPE Kixlax. Hier, nous avons fait la première partie. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie. On va vous donner 15 minutes pour se mettre debout, pour aller aux toilettes, pour faire une séance de yoga, si quelqu'un sait le faire. On va vous donner 10 minutes si vous voulez marcher autour de la salle pour après continuer.